Jamais je n'ai révélé à mon fils le montant de mon salaire de 40 000 € par mois, bien qu'il m'ait toujours vu mener une vie simple. Un jour, il m'a invité à dîner avec les parents de son épouse, venus leur rendre visite de l'étranger. J'ai alors décidé de voir comment il traiterait une personne démunie, en me faisant passer pour une mère ruinée et naïve. Mais dès que j'ai franchi la porte de ce restaurant, tout a basculé. Ce qui s'est passé ce soir-là a anéanti ma belle-fille et sa famille d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Et croyez-moi, il l'avait bien mérité. Laissez-moi vous expliquer comment j'en suis arrivée là. Laissez-moi vous dire qui je suis vraiment, car mon fils Antoine, à 35 ans, n'a jamais su la vérité sur sa mère. Pour lui, j'ai toujours été cette femme qui partait tôt pour le bureau, qui rentrait épuisée le soir, qui cuisinait avec ce qu'il y avait dans le réfrigérateur. Une employée parmi tant d'autres, une secrétaire, peut-être quelqu'un de banal. Rien de spécial, et je ne l'ai jamais corrigé. Je ne lui ai jamais dit que chaque mois, je gagnais 40 000 €, que cela faisait presque 20 ans que j'étais à la direction d'une multinationale, que je signais des contrats millionnaires, que je prenais des décisions qui affectaient des milliers de personnes. Pourquoi le lui dire? L'argent n'a jamais été un trophée que j'avais besoin d'accrocher au mur. J'ai grandi à une époque où la dignité se portait à l'intérieur, où le silence valait plus que les mots creux. Alors, j'ai gardé ma vérité. J'ai vécu dans le même appartement modeste pendant des années. J'ai utilisé le même sac en cuir jusqu'à ce qu'il tombe en lambeaux. J'ai acheté des vêtements dans des magasins ordinaires. J'ai cuisiné à la maison. J'ai tout épargné, tout investi. Et je suis devenue riche en silence. Parce que le vrai pouvoir ne crie pas, il observe. Et j'ai bien observé quand Antoine m'a appelé ce mardi après-midi. Sa voix était différente, nerveuse, comme quand il était enfant et qu'il avait fait une bêtise. « Maman, j'ai besoin de te demander une faveur. Les parents de Chloé viennent de l'étranger. C'est la première fois qu'ils viennent. Ils veulent te rencontrer. Il y a un dîner samedi dans un restaurant. S'il te plaît, viens. » Quelque chose dans son ton m'a mise mal à l'aise. Ce n'était pas la voix d'un fils invitant sa mère. C'était la voix de quelqu'un qui demandait de ne pas le mettre dans l'embarras, de s'intégrer, de faire bonne impression. « Est-ce qu'ils savent quelque chose sur moi ?» ai-je demandé calmement. Il y a eu un silence. Puis, Antoine a bafouillé. « Je leur ai dit que tu travailles dans un bureau, que tu vis seul, que tu es simple, que tu n'as pas grand-chose. » Voilà le mot. Simple. Comme si toute ma vie tenait dans cet adjectif misérable. Comme si j'étais un problème qu'il devait excuser. J'ai respiré profondément, très profondément. « C'est d'accord, Antoine. J'y serai. » J'ai raccroché. Je suis restée à regarder le salon de mon appartement. Des meubles anciens mais confortables. Des murs sans tableaux coûteux. Une petite télévision. Rien qui puisse impressionner qui que ce soit. Et à ce moment-là, j'ai pris ma décision. Si mon fils me croyait pauvre, si les parents de sa femme venaient fond prêts à juger, alors je leur donnerais exactement ce qu'ils s'attendaient à voir. Je ferais semblant d'être ruinée, naïve, désespérée. Une mère qui survit à peine. Je voulais ressentir par moi-même comment ils traitent quelqu'un qui n'a rien. Je voulais voir leur vrai visage, car je soupçonnais quelque chose. Je soupçonnais que Chloé et sa famille étaient de ces gens qui mesurent là que les autres, à l'aune de leur portefeuille. Et mon instinct ne me trompe jamais. Le samedi est arrivé. Je me suis habillée avec ce que j'avais de plus horrible. Une robe gris clair, sans forme, froissée, de celles qu'on vend sur les marchés. De vieilles chaussures usées, aucun bijou, pas même une montre. J'ai pris un sac en tissu délavé. J'ai attaché mes cheveux en une queue de cheval négligée. Je me suis regardée dans le miroir. Je ressemblais à une femme brisée par la vie, insignifiante, parfait. Mais avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche, car ce qui suit va vous laisser sans voix. Je vous le promets. Je suis montée dans un taxi. J'ai donné l'adresse d'un restaurant dans le quartier le plus cher de la ville. Un de ces endroits où le menu n'affiche pas de prix, où chaque table coûte plus que le salaire mensuel d'une personne normale. En avançant,
J'ai ressenti une étrange sensation, un mélange d'anticipation et de tristesse. D'anticipation, car je savais que quelque chose d'important allait se produire. De tristesse, car une partie de moi espérait encore avoir tort. J'espérais qu'il me traiterait bien, qu'il serait aimable, qu'il verrait au-delà de mes vieux vêtements. Mais l'autre partie, celle qui a travaillé 40 ans au milieu des requins de la finance, cette partie savait exactement ce qui m'attendait. Le taxi s'est arrêté devant le restaurant. Lumière chaude, portier en gants blancs, gens élégants qui entraient. J'ai payé. Je suis descendue. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai franchi la porte. Et ils étaient là. Antoine se tenait près d'une longue table près des fenêtres. Il portait un costume sombre, une chemise blanche, des chaussures brillantes. Il avait l'air nerveux. À côté de lui se trouvait Chloé, ma belle-fille. Elle portait une robe beige avec des détails dorés, des talons hauts, ses cheveux parfaitement lissés tombant sur ses épaules. Elle était impeccable comme toujours. Mais elle ne me regardait pas. Elle regardait vers l'entrée avec une expression tendue, presque honteuse. Et puis je les ai vus, les parents de Chloé, déjà assis à table, attendant comme des rois sur leur trône. La mère, Béatrice, portait une robe vert émeraude ajustée, couverte de paillettes. Des bijoux au cou, aux poignets, aux doigts. Ses cheveux noirs étaient relevés en un chignon élégant. Elle avait ce genre de beauté froide et calculatrice qui intimide. À ses côtés se trouvait Grégoire, son mari. Costume gris impeccable, montre énorme au poignet, expression sérieuse. Tous deux semblaient sortis d'un magazine de luxe. J'ai marché vers eux lentement, à petits pas, comme si j'avais peur. Antoine m'a vu le premier, et son visage a changé. Il a écarquillé les yeux, m'a regardé de haut en bas. J'ai remarqué qu'il déglutissait. « Maman, tu as dit que tu viendrais. » Sa voix était mal à l'aise. « Bien sûr, mon fils. Me voilà. » J'ai souri timidement, un sourire de femme peu habituée à de tels endroits. Chloé m'a salué d'un baiser rapide sur la joue. Froid, mécanique. « Belle maman, quel plaisir de te voir. » Ses yeux disaient tout le contraire. Elle m'a présenté à ses parents d'un ton étrange, presque en s'excusant. « Papa, maman, voici Juliette, la mère d'Antoine. » Béatrice a levé les yeux, m'a regardée, et à cet instant, j'ai tout vu. Le jugement, le mépris, la déception. Ses yeux ont parcouru ma robe froissée, mes vieilles chaussures, mon sac en tissu. Elle n'a rien dit au début, a juste tendu une main froide, rapide, sans force. « Enchantée !» Grégoire a fait de même, une poignée de main faible, un faux sourire. « Ravie de vous rencontrer. » Je me suis assise sur la chaise qui restait au bout de la table, la plus éloignée d'eux, comme une invitée de seconde zone. Personne ne m'a aidée à m'asseoir. Personne n'a demandé si j'étais à l'aise. Le serveur est arrivé avec les menus élégants, lourds, en français. Je les ai ouverts, et j'ai fait semblant de ne rien comprendre. Béatrice m'observait. « Avez-vous besoin d'aide avec le menu ?» a-t-elle demandé avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Oui, s'il vous plaît. » Je ne sais pas ce que signifiaient ces mots. Ma voix est sortie faible, timide. Elle a soupiré. Elle a commandé pour moi. « Quelque chose de simple, » a-t-elle dit. « Quelque chose qui ne coûte pas trop cher. Nous ne voulons pas exagérer. » La phrase est restée en suspens dans l'air. Grégoire a hoché la tête. Antoine a regardé ailleurs. Chloé jouait avec sa serviette. Personne n'a rien dit, et moi, j'observais. Béatrice a commencé à parler de généralités, du voyage depuis l'étranger, de la fatigue du vol, de combien tout était différent ici. Puis, elle a commencé à parler d'argent, de manière subtile. D'abord, elle a mentionné l'hôtel où ils séjournaient. 800 € la nuit, a-t-elle mentionné. La voiture qu'ils avaient à louer. De luxe, évidemment. Les magasins qu'ils avaient visités. Nous avons acheté quelques petites choses. Rien d'extraordinaire. Juste quelques milliers d'euros. Elle parlait en me regardant, comme si elle attendait une réaction, que je sois impressionnée. Je me contentais d'hocher la tête. « C'est bien, » disais-je. « C'est joli. » Elle a poursuivi.
Vous savez, Juliette, nous avons toujours été très prudents avec l'argent. Nous travaillons dur, nous investissons bien. Maintenant, nous avons des propriétés dans 3 pays. Grégoire a des affaires importantes. Et moi, eh bien, je me consacre à la supervision de nos investissements. Elle a souri, un sourire de supériorité. Et vous, Juliette, que faites-vous exactement? Son ton était doux mais venimeux. Je travaille dans un bureau, ai-je répondu en baissant les yeux. Je fais un peu de tout. Papier, classement, des choses peu simples. Béatrice a échangé un regard avec Grégoire. Ah, je vois. Travail administratif. C'est bien, c'est honnête. Tous les travaux sont dignes, n'est-ce pas? Bien sûr, ai-je répondu. La nourriture est arrivée. Des assiettes énormes, avec de petites portions, le tout décoré comme une œuvre d'art. Béatrice a coupé sa viande avec précision. Ceci coûte 80 €, a-t-elle dit. Mais ça en vaut la peine. La qualité se paie. On ne peut pas manger n'importe quoi, n'est-ce pas, Juliette? J'ai acquiescé. Bien sûr, vous avez raison. Antoine a essayé de changer de sujet. Il a parlé de son travail, de quelques projets. Béatrice l'a interrompu. Mon chéri, et ta mère vit seule? Antoine a hoché la tête. Oui, elle a un petit appartement. Béatrice m'a regardée avec une pitié feinte. Ça doit être difficile, non? Vivre seule à votre âge, sans beaucoup de soutien. Et votre salaire suffit pour tout? J'ai senti le piège se refermer. À peine, ai-je répondu. Mais je me débrouille. J'économise où je peux. Je n'ai pas besoin de grand-chose. Béatrice a soupiré dramatiquement. Oh, Juliette, quelle courageuse vous êtes. Vraiment, j'admire les femmes qui luttent sans lastre seule. Bien que, bien sûr, on voudrait toujours donner plus à nos enfants, n'est-ce pas? Leur offrir une vie meilleure. Mais bon, chacun donne ce qu'il peut. Le coup était là, doux, mais mortel. Elle était en train de me dire que je n'avais pas été suffisante pour mon fils, que je ne lui avais pas donné ce qu'il méritait, que j'étais une mère pauvre, insuffisante. Chloé regardait son assiette. Antoine serrait les poings sous la table. Et moi, je souriais simplement. Oui, vous avez raison. Chacun donne ce qu'il peut. Béatrice a continué. Nous nous sommes toujours assurés que Chloé est le meilleur. Elle a étudié dans les meilleures écoles, a voyagé à travers le monde, a appris 4 langues. Maintenant, elle a un excellent travail. Elle gagne très bien. Et quand elle a épousé Antoine, eh bien, nous les avons beaucoup aidés. Nous leur avons donné l'argent pour l'acompte de la maison. Nous leur avons payé la lune de miel. Parce que nous sommes comme ça. Nous croyons au soutien de nos enfants. Elle m'a regardé fixement. Et vous, Juliette, avez-vous pu aider Antoine avec quelque chose quand il s'est marié? La question flottait comme un couteau aiguisé. Pas grand-chose, ai-je répondu. Je leur ai donné ce que je pouvais. Un petit cadeau. Béatrice a souri. C'est gentil. Chaque détail compte, n'est-ce pas? Peu importe le montant, c'est l'intention qui compte. Et là, à ce moment-là, j'ai senti la rage commencer à s'éveiller en moi. La rage n'était pas explosive, elle était froide, contrôlée, comme une rivière sous la glace. J'ai respiré slowly. J'ai gardé mon sourire timide. J'ai laissé Béatrice continuer à parler, parce que c'est ce que font les gens comme elle. Ils parlent, ils se gonflent, ils s'exhibent. Et plus ils parlent, plus ils se révèlent, plus ils se mettent à nu, plus ils montrent le vide qu'ils portent en eux. Béatrice a pris son verre de vin, rouge, cher, l'a fait tourner dans sa main comme si elle était une experte. Ce vin vient d'une région exclusive en France. La bouteille coûte 200 €. Mais quand on connaît la qualité, on ne lésine pas. Vous buvez du vin, Juliette? Seulement pour les grandes occasions, ai-je répondu. Et normalement le moins cher. Je ne comprends pas grand-chose à ces choses-là. Béatrice a souri avec condescendance. Oh, ne vous inquiétez pas. Tout le monde n'a pas le palais entraîné. Ça vient avec l'expérience, avec les voyages, avec l'éducation. Nous avons visité des vignobles en Europe, en Amérique du Sud, en Californie. Grégoire et moi sommes de vrais connaisseurs. Grégoire a hoché la tête. C'est un hobby,
quelque chose que nous apprécions. Chloé apprend aussi. Elle a bon goût. Elle l'a hérité de nous. » Il a regardé Chloé avec fierté. Chloé a souri faiblement. « Merci, maman. » Béatrice s'est tournée vers moi. « Et vous, Juliette? Avez-vous un hobby? Quelque chose que vous aimez faire pendant votre temps libre ?» J'ai haussé les épaules. « Je regarde la télévision, je cuisine, je me promène dans le parc. Des choses simples. » Béatrice et Grégoire ont échangé un autre regard. Un regard chargé de signification, de jugement silencieux. « C'est mignon, » a dit Béatrice. La simplicité a aussi son charme. Bien que, bien sûr, on aspire toujours à plus, n'est-ce pas? Connaître le monde, expérimenter de nouvelles choses, grandir culturellement. Mais bon, je comprends que tout le monde n'a pas ces opportunités. J'ai acquiescé. Vous avez raison, nous n'avons pas tous ces opportunités. Le serveur est arrivé avec le dessert, de petites portions de quelque chose qui ressemblait à de l'art comestible. Béatrice a commandé le plus cher, 30 € pour un morceau de gâteau de la taille d'un biscuit. « C'est délicieux !» a-t-elle dit après la première bouchée. « Il y a de l'or comestible dessus. Vous voyez ces petites paillettes dorées? C'est un détail que seuls les meilleurs restaurants offrent. » J'ai pris mon dessert, plus simple, moins cher. Je l'ai goûté en silence. Béatrice a continué. « Vous savez, Juliette, je pense qu'il est important que nous parlions de quelque chose en famille, maintenant que nous sommes tous ici. » Elle a levé les yeux. Son expression a changé. Elle est devenue sérieuse, maternelle, fausse. Antoine était notre gendre, et nous l'aimons beaucoup. Chloé l'aime, et nous respectons cette décision. Mais en tant que parents, nous voulons toujours le meilleur pour notre fille. Antoine s'est tendu. « Maman, je ne pense pas que ce soit le moment. » Béatrice a levé la main. « Laisse-moi finir, mon fils. C'est important. » Elle s'est tournée vers moi. « Juliette, je comprends que vous avez fait de votre mieux avec Antoine. Je sais que l'élever seul n'a pas été facile, et je vous respecte pour ça, vraiment. Mais maintenant, Antoine est à une autre étape de sa vie. Il est marié, il a des responsabilités. Et bon, Chloé et lui méritent d'avoir une stabilité. » « Une stabilité ?» ai-je demandé d'une voix douce. « Oui, » a répondu Béatrice. « Une stabilité financière, émotionnelle. Nous avons beaucoup aidé et nous continuerons d'aider. Mais nous pensons aussi qu'il est important qu'Antoine n'ait pas de fardeaux inutiles. » Son ton était clair. Elle me traitait de fardeau. Moi, sa belle-mère, la mère de son mari. Chloé regardait son assiette comme si elle voulait disparaître. Antoine avait la mâchoire serrée. « Des fardeaux !» ai-je répété. Béatrice a soupiré. « Je ne veux pas paraître dure, Juliette. Mais à votre âge, vivant seul, avec un salaire limité, il est naturel qu'Antoine s'inquiète pour vous, qu'il sente qu'il doit prendre soin de vous. Et c'est bien. C'est un bon fils. Mais nous ne voulons pas que cette préoccupation affecte son mariage. Vous me comprenez ? » « Parfaitement, » ai-je répondu. Béatrice a souri. « Je suis contente que vous le compreniez. C'est pourquoi nous voulions vous en parler. Grégoire et moi avons pensé à quelque chose. » Elle a fait une pause dramatique. « Nous pourrions vous aider financièrement, vous donner une petite mensualité, quelque chose qui vous permettrait de vivre plus tranquillement, sans qu'Antoine ait à s'inquiéter autant. Évidemment, ce serait quelque chose de modeste. Nous ne pouvons pas faire de miracle, mais ce serait un soutien. » Je suis restée silencieuse, la regardant, attendant. Elle a continué. « Et en échange, nous vous demanderions seulement de respecter l'espace d'Antoine et Chloé, de ne pas les chercher si souvent, de ne pas les presser, de leur donner la liberté de construire leur vie ensemble, sans interférence. Qu'en pensez-vous » L'offre était là, le pot de vin déguisé en charité. Il voulait m'acheter. Il voulait me payer pour que je disparaisse de la vie de mon fils, pour que je ne sois pas un fardeau, pour que je ne fasse pas honte à leur précieuse fille, avec ma pauvreté. Antoine a explosé. « Maman, ça suffit. Tu n'as pas à... » Béatrice l'a interrompu. « Antoine, calme-toi. Nous parlons entre adultes. Ta mère comprend, n'est-ce pas, Juliette ?» J'ai pris ma serviette
J'ai essuyé mes lèvres calmement. J'ai bu une gorgée d'eau. J'ai laissé le silence grandir. Tout le monde me regardait. Béatrice avec attente, Grégoire avec arrogance, Chloé avec honte, Antoine avec désespoir. Et puis j'ai parlé. Ma voix était différente. Elle n'était plus timide. Elle n'était plus faible. Elle était ferme, claire, froide. C'est une offre intéressante, Béatrice. Vraiment très généreuse de votre part. Béatrice a souri, victorieuse. Je suis heureuse que vous le voyiez ainsi. J'ai hoché la tête. Mais j'ai quelques questions, juste pour bien comprendre. Béatrice a cligné des yeux. Bien sûr, demandez ce que vous voulez. Je me suis légèrement penchée en avant. Combien exactement considérez-vous comme une mensualité modeste? Béatrice a hésité. Eh bien, nous pensions à environ 500 €, peut-être 700 €. Cela dépend. J'ai acquiescé. Je vois. 700 € par mois pour que je disparaisse de la vie de mon fils. Béatrice a froncé les sourcils. Je ne le dirai pas comme ça, mais... Si, ai-je répondu. C'est exactement comme ça que vous l'avez dit. Elle s'est redressée sur sa chaise. Juliette, je ne veux pas que vous interprétiez mal. Nous voulons seulement aider. Bien sûr, ai-je dit. Aider. Comme vous avez aidé avec l'acompte de la maison. C'était combien? 30 000 €? Béatrice a hoché la tête avec fierté. 40 000 € en fait. Ah, 40 000 €. Quelle générosité. Et la lune de miel? 15 000 €, a dit Béatrice. C'était un voyage de 3 semaines en Europe. Incroyable, ai-je répondu. Donc, vous avez investi environ 55 000 € dans Antoine et Chloé. Béatrice a souri. Eh bien, quand on aime ses enfants, on ne compte pas. J'ai hoché la tête lentement. Vous avez raison. Quand on aime ses enfants, on ne compte pas. Mais dites-moi quelque chose, Béatrice. Tout cet investissement, tout cet argent, est-ce que ça vous a acheté quelque chose? Béatrice a cligné des yeux, confuse. Comment ça? Est-ce que ça vous a acheté le respect? Ai-je continué. Est-ce que ça vous a acheté un amour réel ou seulement l'obéissance? L'ambiance a changé. Béatrice a cessé de sourire. Excusez-moi? Mon ton est devenu plus tranchant. Vous avez passé toute la soirée à parler d'argent. De combien coûtent les choses, de combien vous avez dépensé, de combien vous avez. Mais vous n'avez pas demandé une seule fois comment j'allais. Si j'étais heureuse, si j'avais mal quelque part, si j'avais besoin de compagnie, vous avez seulement calculé ma valeur. Et apparemment, je vaux 700 € par mois. Béatrice est devenue pâle. Je n'ai pas... Si, je l'ai interrompue. Si, vous l'avez fait. Depuis que je suis arrivée, vous avez mesuré ma valeur avec votre portefeuille. Et savez-vous ce que j'ai découvert, Béatrice? J'ai découvert que les gens qui ne parlent que d'argent sont ceux qui comprennent le moins sa vraie valeur. Grégoire est intervenu. Je crois que vous interprétez mal les intentions de ma femme. Je l'ai regardée droit dans les yeux. Et quelles sont ses intentions? Me traiter avec pitié? M'humilier pendant tout le dîner? M'offrir l'aumône pour que je disparaisse? Grégoire a ouvert la bouche, mais n'a rien dit. Antoine était blême. « Maman, s'il te plaît. » Je l'ai regardé. « Non, Antoine. S'il te plaît, toi, non. » J'ai fini de me taire. J'ai posé ma serviette sur la table. Je me suis adossée à ma chaise. Il n'y avait plus de timidité dans ma posture, plus de repli sur moi-même. J'ai regardé Béatrice droit dans les yeux. Elle a soutenu mon regard une seconde, puis l'a détourné, mal à l'aise. Quelque chose avait changé, et elle l'a senti. Tout le monde l'a senti. Béatrice, vous avez dit quelque chose de très intéressant tout à l'heure. Vous avez dit que vous admiriez les femmes qui luttent seules, qui sont courageuses. Béatrice a hoché la tête lentement. Oui, je l'ai dit. Alors, laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà lutté seule? Avez-vous déjà travaillé sans que votre mari vous soutienne? Avez-vous déjà construit quelque chose de vos propres mains sans l'argent de votre famille? Béatrice a bafouillé. J'ai mes propres réussites. Comme quoi? Ai-je demandé avec une curiosité sincère. Racontez-moi.
Béatrice a arrangé ses cheveux. Je gère nos investissements. Je supervise nos propriétés. Je prends des décisions importantes dans nos affaires. Des affaires que votre mari a construites, ai-je noté. Des propriétés que vous avez achetées ensemble. Des investissements faits avec l'argent qu'il a généré. Ou je me trompe? Grégoire est intervenu, agacé. Ce n'est pas juste. Ma femme travaille autant que moi. Bien sûr, ai-je répondu calmement. Je ne doute pas qu'elle travaille. Mais il y a une différence entre gérer de l'argent qui existe déjà et le créer à partir de rien. Entre superviser un empire dont on a hérité et le construire brique par brique. Vous ne croyez pas? Béatrice a pincé les lèvres. Je ne vois pas où vous voulez en venir avec ça, Juliette. Laissez-moi vous expliquer, ai-je répondu. Il y a 40 ans, j'avais 23 ans. J'étais secrétaire dans une petite entreprise. Je gagnais le salaire minimum. Je vivais dans une chambre louée. Je mangeais ce que je trouvais de moins cher et j'étais seule. Complètement seule. Antoine me regardait fixement. Je ne lui avais jamais raconté cela avec autant de détails. J'ai continué. Un jour, je suis tombée enceinte. Le père a disparu. Ma famille m'a tourné le dos. J'ai dû décider si je continuais ou si j'abandonnais. J'ai choisi de continuer. J'ai travaillé jusqu'au dernier jour de ma grossesse. Je suis retournée travailler 2 semaines après la naissance d'Antoine. Une voisine le gardait pendant la journée. Je travaillais 12 heures par jour. J'ai fait une pause. J'ai bu de l'eau. Personne ne parlait. Mais je ne suis pas restée secrétaire. J'ai étudié le soir. J'ai suivi des cours. J'ai appris l'anglais à la bibliothèque municipale. J'ai appris la comptabilité, la finance, la gestion. Je suis devenue experte dans des domaines que personne ne m'a enseignés. Tout par moi-même. Tout en élevant un enfant seul. Tout en payant le loyer, la nourriture, les médicaments, les vêtements. Béatrice regardait son assiette. Son arrogance commençait à s'effriter. Et savez-vous ce qui s'est passé, Béatrice? J'ai grimpé les échelons, petit à petit. De secrétaire à assistante, d'assistante à coordinatrice, de coordinatrice à manager, de manager à directrice. Ça m'a pris 20 ans. 20 ans de travail sans relâche, de sacrifices que vous ne pouvez même pas imaginer. Mais j'ai réussi. Et savez-vous combien je gagne maintenant? Ai-je demandé. Béatrice a secoué la tête. 40 000 € par mois. Le silence fut absolu, comme si quelqu'un avait appuyé sur un bouton pause dans l'univers. Antoine a laissé tomber sa fourchette. Chloé a ouvert de grands yeux. Grégoire a froncé les sourcils, incrédule. Et Béatrice est restée figée, la bouche légèrement ouverte. 40 000 €, ai-je répété. Chaque mois, depuis près de 20 ans. Cela représente près de 10 millions d'euros de revenus bruts au cours de ma carrière, sans compter les investissements, les bonus, les actions de l'entreprise. Béatrice a cligné des yeux plusieurs fois. Non, je ne comprends pas. Vous gagnez 40 000 € par mois? C'est exact, ai-je répondu calmement. Je suis directrice régionale des opérations pour une multinationale. Je supervise 5 pays. Je gère des budgets de plusieurs centaines de millions d'euros. Je prends des décisions qui affectent plus de 10 000 employés. Je signe des contrats que vous ne pourriez pas lire sans avocat. Et je le fais tous les jours. Antoine était blême. « Maman, pourquoi ne me l'as-tu jamais dit ?» Je l'ai regardé avec tendresse. « Parce que tu n'avais pas besoin de le savoir, mon fils. Parce que je voulais que tu grandisses en valorisant l'effort, pas l'argent. Je voulais que tu te formes en tant que personne, pas en tant qu'héritier. Parce que l'argent corrompt. Et je n'allais pas laisser qu'il te corrompe. »« Mais alors, » a murmuré Chloé, « pourquoi vis-tu dans ce petit appartement? Pourquoi portes-tu des vêtements simples? Pourquoi n'as-tu pas de voiture de luxe ?» J'ai souri. « Parce que je n'ai pas besoin d'impressionner qui que ce soit. Parce que la vraie richesse ne s'exhibe pas. Parce que j'ai appris que plus on en a, moins on a besoin de le montrer. » J'ai regardé Béatrice. C'est pour ça que je suis venue habillée comme ça ce soir. C'est pour ça que j'ai fait semblant d'être pauvre. C'est pour ça que j'ai agi comme une femme ruinée et naïve.
Je voulais voir comment vous me traiteriez si vous croyiez que je n'avais rien. Je voulais voir vos vraies couleurs. Et, ma foi, je les ai vues, Béatrice. Je les ai vues parfaitement. Béatrice était rouge de honte, de rage, d'humiliation. C'est ridicule. Si vous gagnez autant d'argent, nous le saurions. Antoine le saurait. Pourquoi croirait-il que vous êtes pauvre? Parce que je le lui ai permis, ai-je répondu. Parce que je ne lui ai jamais parlé de mon travail. Parce que je vis, simplement. Parce que l'argent que je gagne, je l'investis, je l'épargne, je le multiplie. Je ne le dépense pas en bijoux tape à l'œil ni en me pavanant dans des restaurants chers. Grégoire s'est éclairci la gorge. Malgré tout, cela ne change rien au fait que vous avez été impoli, que vous avez mal interprété nos intentions. Vraiment? Je l'ai regardé fixement. J'ai mal interprété quand vous avez dit que j'étais un fardeau pour Antoine? J'ai mal interprété quand vous avez offert de me payer 700 € pour que je disparaisse de sa vie? J'ai mal interprété chaque commentaire condescendant sur mes vêtements, mon travail, ma vie? Grégoire n'a pas répondu. Béatrice non plus. Je me suis levée. Tout le monde m'a regardée. Laissez-moi vous dire quelque chose que, de toute évidence, personne ne vous a jamais dit. L'argent n'achète pas la classe. Il n'achète pas la véritable éducation. Il n'achète pas l'empathie. Vous avez de l'argent, peut-être beaucoup, mais vous n'avez pas une once de ce qui compte vraiment. Béatrice s'est levée aussi, furieuse. Et vous, alors? Vous qui avez menti, qui nous avez trompés, qui nous avez fait passer pour des imbéciles. Je ne vous ai pas fait passer pour des imbéciles, ai-je répondu froidement. Vous vous en êtes chargé tout seul. Je vous ai seulement donné l'occasion de montrer qui vous êtes. Et vous l'avez fait. Magnifiquement. Chloé avait les larmes aux yeux. Belle maman, je ne savais pas... Je sais. Je l'ai interrompue. Tu ne savais pas? Mais tes parents, eux, savaient ce qu'ils faisaient. Ils savaient qu'ils m'humiliaient, et ils y ont pris plaisir. Jusqu'à ce qu'ils découvrent que la femme pauvre qu'ils méprisaient a plus d'argent qu'eux. Et maintenant, ils ne savent pas quoi faire de cette information. Béatrice tremblait. Vous n'avez pas le droit. J'ai tous les droits, ai-je répondu. Parce que je suis la mère de votre gendre. Parce que je mérite le respect. Pas pour mon argent, pas pour mon travail, mais parce que je suis un être humain. Une chose que vous avez oubliée pendant tout ce dîner. Antoine s'est levé. Maman, s'il te plaît, partons. Je l'ai regardé. Pas encore, mon fils. Je n'ai pas encore fini. J'ai regardé Béatrice. Une dernière fois. Vous avez offert de m'aider avec 700 € par mois. Laissez-moi vous faire une contre-offre. Je vous donne 1 million d'euros, tout de suite, si vous pouvez me prouver que vous avez, une seule fois dans votre vie, bien traité quelqu'un qui n'avait pas d'argent. Béatrice a ouvert la bouche, l'a refermée, n'a rien dit. Exactement, ai-je répondu. Vous ne pouvez pas. Parce que pour vous, les gens ne valent que ce qu'ils ont en banque. Et c'est la différence entre vous et moi. J'ai construit une richesse. Vous ne faites que la dépenser. J'ai gagné le respect. Vous l'achetez. J'ai de la dignité. Vous avez des comptes en banque. J'ai pris mon vieux sac en tissu. J'en ai sorti une carte de crédit noire, platine. Je l'ai laissée tomber sur la table devant Béatrice. C'est ma carte d'entreprise. Plafond illimité. Payer le dîner, le tout, avec un pourboire généreux. Considérez cela comme un cadeau d'une mère ruinée et naïve. Béatrice a regardé la carte comme si c'était un serpent venimeux. Noire, brillante, avec mon nom gravé en lettres d'argent. Juliette Moreau, directrice régionale. Sa main a légèrement tremblé quand elle l'a prise. Elle l'a retournée, l'a observée. Puis, elle m'a regardée. Ses yeux n'avaient plus cette lueur de supériorité. Il y avait maintenant quelque chose de différent. Quelque chose que je n'aurais jamais pensé voir en elle. La peur. « Je n'ai pas besoin de votre argent », a-t-elle dit d'une voix brisée. « Je sais », ai-je répondu. « Mais je n'avais pas besoin de votre pitié non plus. Et pourtant, vous me l'avez offerte pendant tout le dîner. Alors,
Prenez-le comme un geste de courtoisie ou d'éducation. Quelque chose que vous n'avez manifestement pas appris malgré tous vos voyages en Europe. Grégoire a frappé doucement la table. Assez, ça a dérapé. Vous nous manquez de respect. Le respect, ai-je répété. C'est intéressant que vous utilisiez ce mot maintenant. Où était votre respect quand votre femme m'a demandé si mon salaire me permettait de vivre? Où était-il quand elle a suggéré que j'étais un fardeau pour mon fils? Où était-il quand elle a offert de m'acheter pour que je disparaisse? Grégoire a serré la mâchoire. Béatrice voulait seulement aider. Ne me corrigez pas. Béatrice voulait contrôler. Elle voulait s'assurer que la mère pauvre ne ruinerait pas l'image parfaite de sa fille. Elle voulait éliminer le maillon faible de la chaîne. Le problème, c'est qu'elle s'est trompée de maillon. J'ai regardé Chloé. Elle avait la tête basse, les mains sur ses genoux, tremblante. « Chloé !» ai-je dit doucement. Elle a levé les yeux. Des larmes coulaient sur ses joues. « Je suis désolée », a-t-elle murmuré. « Je suis tellement désolée. Je ne savais pas que mes parents... » Ne termine pas cette phrase, je l'ai interrompue. Parce que si, tu savais, peut-être pas pour mon argent, mais tu savais comment sont tes parents. Tu les connais. Tu sais comment ils traitent les gens qu'ils considèrent inférieurs. Et tu n'as rien fait pour les arrêter. Chloé a sangloté. Je voulais dire quelque chose, mais... Ce sont mes parents. Je sais, ai-je répondu. Et Antoine est mon fils. Et pourtant je l'ai laissé prendre ses propres décisions. Je l'ai laissé choisir sa vie, sa femme, son chemin. Parce que c'est comme ça qu'on aime. Avec liberté. Pas avec le contrôle. Pas avec l'argent. Pas avec la manipulation. Antoine s'est approché de moi. « Maman, pardonne-moi. S'il te plaît, pardonne-moi de n'avoir jamais demandé, d'avoir supposé, d'avoir pensé que tu étais... » Sa voix s'est brisée. Je l'ai serré dans mes bras. « Tu n'as pas à t'excuser, mon fils. J'ai fait ce que j'ai fait pour une raison. Je voulais que tu sois indépendant, que tu valorises les bonnes choses, que tu ne dépendes pas de moi économiquement, que tu construises ta propre vie. Mais tu m'as fait sentir que je devais te protéger, » a dit Antoine, « que je devais m'inquiéter pour toi, que tu étais fragile. »« Je sais, » ai-je répondu. « Et ce n'était pas mal que tu penses ça. Parce que c'est ainsi que tu as appris à prendre soin, à t'inquiéter pour les autres, à être empathique. Ce sont des leçons que l'argent ne peut pas acheter. » Antoine m'a serré fort. « Je suis désolée, tellement désolée. » Béatrice était toujours debout, rigide, observant la scène avec un mélange de confusion et de rage contenue. « Ça ne change rien, » a-t-elle finalement dit. « Vous avez menti, vous nous avez trompés. Vous êtes venu ici avec des intentions cachées. Vous avez agi de mauvaise foi. »« C'est vrai, » ai-je acquiescé. « J'ai joué un rôle. J'ai fait semblant d'être quelque chose que je ne suis pas. Exactement ce que vous faites tous les jours. »« Qu'est-ce que ça veut dire ?» a demandé Grégoire. « Ça veut dire que vous vous cachez derrière votre argent, derrière vos bijoux, derrière vos voyages, derrière tout ce que vous pouvez acheter. Mais à l'intérieur, vous êtes vide. Vous n'avez pas de conversation profonde, pas d'intérêt réel, rien à offrir au-delà d'un compte en banque. » Béatrice a ri, un rire sec, amer. « Venant de quelqu'un qui a menti toute la soirée, c'est de l'hypocrisie. »« Peut-être, » ai-je répondu. « Mais mon mensonge a exposé la vérité. La vôtre. Et maintenant, vous ne pouvez plus vous cacher. Maintenant, vous savez que je vous ai vu, que j'ai ressenti chaque commentaire, que j'ai gardé chaque insulte déguisée en conseil, et que je ne l'oublierai jamais. » Le serveur s'est approché timidement. « Excusez-moi, désirez-vous autre chose ?» Grégoire a secoué la tête brusquement. « Juste l'addition. » Le serveur a acquiescé et a disparu. Béatrice s'est rassise, vaincue. Sa posture n'était plus élégante. C'était la posture de quelqu'un qui venait de perdre quelque chose d'important. Et ce n'était pas de l'argent, c'était le pouvoir. « Juliette », a-t-elle dit d'une voix plus douce, moins agressive. « Je ne veux pas que cela ruine la relation entre nos familles. Antoine et Chloé s'aiment. Ils ont une vie ensemble.
Nous ne pouvons pas laisser... Laisser quoi? Je l'ai interrompu. Que ceci ruine vos plans? Que j'expose ce que vous pensez vraiment? Il est trop tard pour ça, Béatrice. Le mal est fait. Mais nous pouvons arranger ça, a-t-elle insisté. Nous pouvons recommencer. Nous pouvons... Non, je l'ai coupé fermement. Nous ne pouvons pas, parce que maintenant, je sais qui vous êtes, et vous savez qui je suis. Et cette vérité ne peut pas être effacée avec des excuses vides, ni avec de faux sourires. Vous m'avez traité comme un déchet, et vous l'avez fait avec plaisir, parce que vous pensiez que vous pouviez vous le permettre. Grégoire s'est éclairci la gorge. C'est vous qui êtes venu ici en mentant. Vous avez provoqué cette situation. Vous avez raison, ai-je acquiescé. J'ai provoqué cela parce que j'avais besoin de savoir. J'avais besoin de confirmer ce que je soupçonnais déjà. Que vous n'êtes pas de bonne personne. Que votre argent ne vous rend pas meilleur. Que vous êtes exactement le genre de gens qui méprisent les autres parce qu'ils n'ont pas la même chose. Béatrice a essuyé une larme. Nous ne sommes pas de mauvaises personnes. Peut-être pas, ai-je répondu. Mais vous n'êtes certainement pas de bonnes personnes. Et il y a une énorme différence entre les deux. Le serveur est revenu avec l'addition, l'a laissée au centre de la table. Personne n'y a touché. Béatrice a regardé ma carte noire, toujours entre ses mains. Puis, elle m'a regardée. « Je ne vais pas utiliser votre carte, » a-t-elle dit. « Nous paierons notre propre addition, comme nous le faisons toujours. »« Parfait, » ai-je répondu. « Alors, gardez cette carte en souvenir, comme un rappel que tout n'est pas ce qu'il paraît. Que la femme que vous avez méprisée toute la soirée possède plus que ce que vous n'aurez jamais. Et je ne parle pas seulement d'argent. » Béatrice a laissé la carte sur la table. « Je n'en veux pas. Je ne veux pas de votre leçon de morale non plus. » Je l'ai repoussée vers elle. « Gardez-la quand même, parce que quelque chose me dit que vous en aurez besoin. Un jour, vous rencontrerez quelqu'un comme moi, quelqu'un qui prétendra être moins que ce qu'il est, et vous referez la même erreur. Parce que les gens comme vous n'apprennent jamais. » Grégoire a sorti son portefeuille. Il en a sorti plusieurs cartes de crédit, toutes dorées, toutes brillantes. Il en a choisi une et l'a posée sur l'addition. Le serveur l'a prise et est parti. Personne n'a parlé pendant ces minutes d'attente. Le silence était dense, inconfortable, lourd. Chloé pleurait en silence. Antoine me tenait la main. Béatrice regardait le mur. Grégoire consultait son téléphone pour éviter tout contact visuel. Le serveur est revenu. « Monsieur, votre carte a été refusée. » Grégoire a levé les yeux brusquement. « Comment ça, refusée ?» a-t-il répété. Le serveur a insisté. « Avez-vous un autre moyen de paiement ?» Grégoire est devenu rouge. « C'est impossible. Cette carte a un plafond très élevé. Ce doit être une erreur du système. » Le serveur a haussé les épaules. « Je peux réessayer si vous le souhaitez. » Grégoire lui a tendu une autre carte. Le serveur est reparti. Béatrice regardait son mari nerveusement. « Que s'est-il passé ?»« Je ne sais pas, » a répondu Grégoire irrité. « Ce doit être une erreur de la banque. Peut-être qu'ils ont gelé le compte par sécurité. Ça arrive parfois quand on voyage. » J'ai hoché la tête avec une compréhension feinte. « Bien sûr, ces choses arrivent. Quel inconvénient ?» Le serveur est revenu. « Je suis désolé, monsieur. Celle-ci a également été refusée. » Grégoire s'est levé. « C'est ridicule. Je vais appeler la banque tout de suite. » Il est sorti du restaurant, furieux. Béatrice est restée assise, embarrassée, humiliée. « Ça ne nous est jamais arrivé, » a-t-elle murmuré. « Jamais. Quel mauvais moment, » ai-je commenté sans émotion. Antoine a regardé l'addition. « Maman, je peux... » « Non, » je l'ai interrompu. « Tu ne vas rien payer. » J'ai sorti mon portefeuille, un simple portefeuille en vieux cuir. J'ai sorti une autre carte. Celle-ci n'était pas noire, elle était en métal lourd. Une carte que moins de 1% de la population mondiale possède. Je l'ai posée sur la table devant Béatrice. Elle l'a regardée. Ses yeux se sont écarquillés. Elle a reconnu ce que c'était. « C'est une carte Centurion. »« C'est exact, » ai-je répondu.
American Express. Sur invitation exclusive. Dépense annuelle minimale de 250 000 €. Frais annuels de 5 000 € juste pour la posséder. Et des avantages que vous ne pourrez jamais imaginer. Béatrice n'a rien dit. Le serveur a pris la carte avec précaution, comme si c'était quelque chose de sacré. Il est revenu en moins de 2 minutes. « Merci, Madame Moreau. Tout est réglé. Souhaitez-vous le reçu ? » ?»« Ce n'est pas nécessaire, » ai-je répondu. Le serveur a acquiescé et est parti. Béatrice continuait de fixer l'endroit où se trouvait la carte. Je me suis levée, j'ai pris mon vieux portefeuille, mon sac en tissu. J'ai regardé Béatrice une dernière fois. Le dîner était délicieux. Merci pour la recommandation du lieu. Et merci de m'avoir montré exactement qui vous êtes. Vous m'avez fait gagner beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et beaucoup de futures déceptions. Béatrice a finalement levé les yeux. Ses yeux étaient rouges, non pas de larmes, mais de rage contenue. « Ça ne se termine pas ici, » a-t-elle dit d'une voix tremblante. « Vous ne pouvez pas simplement nous humilier et partir comme si de rien n'était. Chloé est notre fille. Antoine est notre gendre. Nous allons continuer à être une famille. Vous allez devoir nous voir. » J'ai souri. « Vous avez raison. Je vais devoir vous voir aux anniversaires, à Noël, aux réunions de famille. Mais maintenant, je vous verrai différemment. Je ne me demanderai plus ce que vous pensez de moi. Je le sais déjà. Et vous saurez que je le sais. Et vous vivrez avec ça chaque fois que vous me verrez, chaque fois que vous ferez semblant d'être aimable. Vous vous souviendrez de cette nuit. » Grégoire est revenu à la table. Il avait le téléphone à la main. Son visage était pâle. « Il y a un problème avec les comptes, » a-t-il dit. « Un blocage temporaire. Pour des raisons de sécurité. Ça sera résolu demain. » Il a regardé la table. « Vous avez déjà payé ? » ?»« Oui, » a répondu Béatrice sans le regarder. « Elle a payé. » Grégoire m'a regardé. Sa fierté était en miettes. « Merci, » a-t-il murmuré. C'était à peine audible. « Il n'y a pas de quoi, » ai-je répondu. « La famille a lâché là pour ça, n'est-ce pas ? Pour s'entraider. Surtout quand quelqu'un a besoin d'une petite mensualité, disons 700 €, ou dans ce cas, 800 €. C'est bien ce que ce dîner a coûté. » Grégoire a fermé les yeux. Béatrice a serré les poings sur ses genoux. Antoine s'est approché. « Maman, partons, s'il te plaît. Ça suffit. » Je l'ai regardé. « Tu as raison, ça suffit. » Je me suis tournée vers Chloé. Elle pleurait toujours en silence. « Chloé, » ai-je dit doucement. Elle a levé la tête. « Tu n'es pas responsable de ce que sont tes parents. Personne ne choisit sa famille. Mais tu choisis comment tu agis, comment tu traites les autres, comment tu éduqueras tes propres enfants un jour. » Chloé a hoché la tête entre deux larmes. « Je suis désolée, » a-t-elle murmuré de nouveau. « Ne t'excuse plus, » lui ai-je dit. « Apprends, simplement. Apprends que l'argent ne définit pas les gens, que l'humilité n'est pas une faiblesse, que respecter les autres ne coûte rien, et que si un jour tu as des enfants, apprends-leur à voir le cœur des gens, pas leur compte en banque. » Chloé a sangloté plus fort. Antoine l'a serrée dans ses bras. Béatrice regardait ailleurs. Grégoire consultait à nouveau son téléphone, évitant tout contact visuel. Je me suis dirigée vers la sortie, j'ai fait quelques pas. Puis je me suis arrêtée. Je me suis retournée une dernière fois. « Ah, Béatrice, encore une chose. » Elle m'a regardée. « Vous vous souvenez quand vous avez dit que vous parliez 4 langues ?» Béatrice a froncé les sourcils. « Qu'est-ce que ça a à voir ? » ?»« Juste par curiosité, » ai-je répondu. « Dans laquelle de ces 4 langues avez-vous appris à être aimable ? Parce que, de toute évidence, ce n'était dans aucune d'entre elles. » Béatrice a ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. « Exactement, » ai-je dit. « Vous pouvez parler 100 langues différentes et ne toujours rien dire qui vaille la peine d'être entendu. » Je suis sortie du restaurant. Antoine marchait à mes côtés. L'air frais de la nuit m'a frappé le visage. J'ai respiré profondément. J'ai eu l'impression de m'être débarrassée d'un poids énorme. Pas un poids physique, un poids émotionnel. Le poids de faire semblant, de tolérer, de me taire.
Antoine m'a pris le bras. « Maman, ça va ?»« Parfaitement bien, » ai-je répondu. « Mieux que jamais. Et toi ?» Antoine a soupiré. « Je ne sais pas. Je suis en train de tout digérer. Je n'arrive pas à croire que tu ne m'aies jamais parlé de ton travail, de ton argent, de tout ce que tu as accompli. » Je me suis arrêtée. Je l'ai regardé dans les yeux. « Ça te dérange ?» Il a secoué la tête rapidement. « Non, bien sûr que non. Je suis fière, incroyablement fière. Mais je me sens aussi stupide, aveugle. »« Tu n'es pas stupide, » lui ai-je dit. « Tu as simplement vu ce que je voulais que tu vois. Et je l'ai fait exprès, parce que j'avais besoin que tu grandisses, sans dépendre de moi, sans sentir que tu avais un matelas financier qui t'attendait. J'avais besoin que tu te battes, que tu travailles, que tu valorises chaque chose que tu obtiendrais par toi-même. » Antoine a hoché la tête. « Je comprends. Mais maintenant, je comprends aussi pourquoi tu ne te plaignais jamais. Pourquoi tu ne demandais jamais d'aide. Pourquoi tu semblais toujours si calme. Parce que tu n'avais besoin de rien. » J'ai souri. « J'avais besoin de beaucoup de choses, mon fils. Seulement, aucune d'entre elles ne s'achetait avec de l'argent. J'avais besoin de te voir grandir, de te voir devenir un homme bon, de te voir prendre les bonnes décisions. Et j'ai réussi, à ta manière, même en épousant Chloé ?» a-t-il demandé d'une voix faible. « Même en épousant Chloé, » ai-je répondu. « Elle n'est pas ses parents. Elle peut apprendre, elle peut changer. Mais ça dépend d'elle et de toi, de la façon dont vous construirez votre relation, des valeurs que vous choisirez de suivre. » Antoine est resté silencieux, en train de digérer, de réfléchir. Un taxi s'est arrêté devant nous. Je l'avais commandé en sortant. J'ai ouvert la portière. Antoine m'a arrêté. « Maman, je peux te poser une question ?»« Bien sûr. Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi es-tu venue en prétendant être pauvre? Pourquoi ne leur as-tu pas simplement dit la vérité dès le début ?» J'ai fermé la portière du taxi. Je me suis retournée vers lui. « Parce que j'avais besoin de savoir, mon fils. J'avais besoin de confirmer si mes soupçons étaient fondés, si la famille de Chloé était vraiment comme je l'imaginais. Et malheureusement, j'avais raison. » Antoine a baissé les yeux. « Je suis désolée. Tu n'as pas à t'excuser pour eux, » lui ai-je dit. « Mais tu dois décider quel genre de mari tu veux être, quel genre de père tu veux être un jour. »« Qu'est-ce que tu veux dire ?» a-t-il demandé. « Je veux dire que tu viens de voir deux manières très différentes de gérer l'argent et le pouvoir. Celle de tes beaux-parents et la mienne. Eux l'utilisent pour contrôler, pour humilier, pour se sentir supérieur. Moi, je l'utilise pour avoir la liberté, pour aider sans me vanter, pour vivre tranquillement. C'est à toi de décider quel chemin suivre. » Antoine a hoché la tête lentement. « Je comprends. » J'ai rouvert la portière du taxi. Je suis montée. J'ai baissé la vitre. Antoine s'est approché. « Maman, une dernière question. Dis-moi, est-ce que tu pardonneras un jour à Béatrice et Grégoire ?» J'y ai réfléchi un instant. « Pardonner ne veut pas dire oublier, » ai-je répondu, « ni permettre que ça se reproduise. Je pourrai leur pardonner un jour, quand je verrai un vrai changement. Quand ils verront les gens comme des personnes, pas comme des chiffres. Mais d'ici là, je serai simplement polie, distante et extrêmement prudente. »« Et moi ?» a demandé Antoine. « Tu me pardonnes de ne pas avoir demandé, d'avoir supposé, d'avoir permis que ce dîner ait lieu ?» Je l'ai regardé avec tendresse. « Mon fils, il n'y a rien à pardonner. Tu as fait ce que tu pensais être juste. Tu voulais que ta famille se rencontre. C'est magnifique. Ce qui s'est passé ensuite n'était pas de ta faute. C'était la leur. Et un peu la mienne aussi. Parce que j'ai décidé de jouer à leur jeu. » Antoine a souri faiblement. « Tu as gagné. J'ai gagné. » ai-je acquiescé. Mais je ne me sens pas victorieuse. Je me sens fatiguée et triste. Parce que j'ai confirmé quelque chose que je ne voulais pas confirmer. Qu'il y a des gens qui ne changeront jamais. Qu'il y a des familles brisées, même si elles ont de l'argent. Qu'il y a des vides qu'aucun compte en banque ne peut combler. Le chauffeur de taxi s'est raclé la gorge. « Madame, on y va ?»« Oui, »
ai-je répondu. Donnez-moi une seconde. J'ai regardé Antoine une dernière fois. Va voir Chloé. Parle avec elle. Écoute-la. Soutiens-la. Mais sois aussi honnête. Dis-lui ce que tu as ressenti ce soir. Dis-lui ce que tu attends de sa famille et d'elle. Parce que si vous n'établissez pas de limites maintenant, cela se répétera encore et encore. Je le ferai, a promis Antoine. Je t'aime, maman. Et je le dis plus que jamais. Parce que maintenant, je sais qui tu es vraiment. Et tu es incroyable. J'ai souri. Je t'aime aussi, mon fils. Je l'ai toujours fait. Et je le ferai toujours. Peu importe combien d'argent j'ai ou n'ai pas. Parce que l'amour n'a pas de prix. Et ça, c'est une leçon que Béatrice et Grégoire n'apprendront jamais. Antoine s'est éloigné du taxi. J'ai fait un signe au chauffeur. On peut y aller. Le taxi a démarré. J'ai regardé par la fenêtre. J'ai vu Antoine retourner vers le restaurant, les épaules basses, pensif. Il retournait probablement chercher Chloé, affronter ses beaux-parents, avoir des conversations difficiles. Et je me suis sentie fière, parce que cela signifiait qu'il mûrissait, qu'il apprenait, qu'il choisissait d'être meilleur que l'exemple qu'il venait de voir. Le taxi avançait dans les rues illuminées de la ville. J'ai fermé les yeux. J'ai pensé à tout ce qui s'était passé, à chaque mot, à chaque regard, à chaque moment de tension. Et je me suis demandé si j'avais bien fait, si j'avais été trop dure, trop cruelle, trop vengeresse. Mais ensuite, je me suis souvenu de chaque insulte déguisée, de chaque commentaire condescendant, de chaque regard de mépris. Et j'ai su que non, que je n'avais été trop rien. J'avais simplement été honnête. Finalement, le taxi traversait les rues vides de la nuit. Les lumières des immeubles défilaient rapidement par la fenêtre. J'ai ouvert mon vieux sac en tissu et j'ai sorti mon téléphone. Un téléphone simple, rien d'ostentatoire, rien qui n'attire l'attention. J'avais 3 messages non lus. Un de mon assistante concernant une réunion le lundi, un autre d'un collègue me félicitant pour un contrat signé et un d'un numéro inconnu. J'ai ouvert le message inconnu. C'était de Chloé. « Belle maman, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Je ne savais pas que mes parents seraient comme ça. J'ai honte. J'ai besoin de vous parler, s'il vous plaît. » J'ai regardé le message un long moment. J'ai pensé à répondre, puis j'ai décidé de ne pas le faire. Pas encore. J'avais besoin de temps. Elle aussi en avait besoin. Les mots précipités par la culpabilité signifient rarement quelque chose de réel. Les vrais changements prennent du temps. Réflexion, action cohérente. J'ai rangé le téléphone. Le chauffeur de taxi m'a regardé dans le rétroviseur. « Excusez-moi de vous demander, madame, mais tout va bien ?» J'ai levé les yeux et les regardé. « Oui, tout va bien. Pourquoi ? C'est que vous êtes montée très silencieuse. Normalement, les gens qui sortent de ce restaurant sont heureux. Ils parlent de la qualité du dîner. Vous êtes sortie comme si vous aviez été à la guerre. » J'ai souri légèrement. « Quelque chose comme ça ? C'était si évident ?» Il a haussé les épaules. « Je conduis des taxis depuis 20 ans. J'ai tout vu. Des gens ivres, des gens qui se battent, des couples qui se séparent, des familles qui se disputent. Et vous avez ce visage. Ce visage de quelqu'un qui vient de dire quelque chose qu'il gardait depuis des années. Vous êtes perspicace, lui ai-je dit. C'est mon travail, a-t-il répondu. Et puis, ça aide à passer le temps. Vous voulez en parler ? Vous n'êtes pas obligé, mais parfois, ça aide de raconter les choses à un étranger. Quelqu'un qui ne vous jugera pas, quelqu'un qui ne vous connaît pas. J'ai réfléchi à son offre. C'était tentant, mais j'ai secoué la tête. Merci, mais je crois que j'ai assez parlé pour aujourd'hui. Il a hoché la tête. Je comprends. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Quoi qu'il se soit passé là-dedans, vous avez fait ce qu'il fallait. Je le sais parce que vous êtes calme. Vous ne pleurez pas, vous ne criez pas, vous digérez. Et ça veut dire que vous avez dit votre vérité. Et la vérité apporte toujours la paix, même si elle fait mal. Ces paroles m'ont surprise. C'était un homme plus âgé, peut-être 60 ans, avec des cheveux gris et des mains calleuses. Un homme simple,
comme je prétendais l'être. « Vous croyez à la vérité ?» lui ai-je demandé. « Je crois en l'honnêteté, » a-t-il répondu. « Pas toujours en la vérité absolue, parce que la vérité change selon qui la raconte. Mais l'honnêteté, non. L'honnêteté, c'est dire les choses comme on les ressent, sans masque, sans mensonge. Même si ça fait mal, même si ça dérange, même si ça vous coûte quelque chose. » J'ai acquiescé. « Vous avez raison. Ma femme me disait toujours que j'étais trop directe, » a-t-il continué. « Que je disais les choses sans filtre, que je blessais les gens sans le vouloir. Et peut-être qu'elle avait raison. Mais elle me disait aussi qu'elle ne doutait jamais de moi, parce qu'elle savait que ce qui sortait de ma bouche était réel. Pas calculé, pas manipulé, juste réel. » J'ai souri. On dirait une femme bien. « Elle l'était, » a-t-il répondu. « Elle est morte il y a 5 ans. Je suis désolée, » ai-je dit sincèrement. Il a secoué la tête. « Ne le soyez pas. Nous avons eu 40 ans ensemble. 40 ans d'honnêteté, de disputes, de réconciliation, de rires, de larmes. Et pas un seul jour je ne me suis endormie en me demandant ce qu'elle pensait vraiment, parce qu'elle le disait toujours. Et moi aussi. C'est un cadeau. Vous avez raison, ai-je murmuré. C'est un cadeau. Le taxi s'est arrêté à un feu rouge. « Je peux vous poser une question personnelle ?» a dit le chauffeur. « Allez-y. Vous êtes riche ?» La question m'a prise par surprise. Non pas la question elle-même, mais la manière directe dont il l'a posée. « Pourquoi demandez-vous ça ?»« Parce que je vous ai prise en charge devant un restaurant à 1 000 € par personne. Mais vous vous habillez comme quelqu'un qui fait ses courses dans des magasins discount. Vous avez un vieux sac, des chaussures usées, mais vous parlez comme une cadre supérieure. Vous vous déplacez comme quelqu'un qui a du pouvoir. Et vous avez payé mon taxi avec des billets neufs sortis d'un portefeuille, qui semble avoir 20 ans. Observateur, ai-je commenté. Ça fait partie du travail, a-t-il répété. Alors, vous l'êtes ? Ça dépend de la façon dont vous définissez « riche », ai-je répondu. Si vous parlez d'argent, oui, j'en ai assez. Plus qu'assez. Si vous parlez de bonheur, j'ai aussi la paix, la santé, un fils que j'aime, un travail qui me passionne. Ça me rend riche de bien des façons. » Il a hoché la tête, satisfait. Je savais qu'il y avait quelque chose. Les vrais riches n'ont pas besoin de le montrer. Le feu est passé au vert. Le taxi a avancé. « Et que s'est-il passé dans ce restaurant ?» a-t-il demandé. « Si ce n'est pas trop indiscret. » J'ai fait semblant d'être pauvre, ai-je répondu, pour voir comment il me traiterait. Il a éclaté de rire. « Sérieusement ? C'est génial. Et comment vous ont-ils traité ? » « Comme un déchet, ai-je dit sans émotion. Ils m'ont humilié, m'ont offert l'aumône, m'ont traité comme si j'étais invisible, moins qu'humaine. » Il a cessé de rire. « Je suis désolée. Ça a dû faire mal. »« Un peu, » ai-je admis. Mais ça m'a aussi confirmé quelque chose, que j'avais raison sur ces gens, qu'ils ne valaient pas mon temps, qu'ils ne méritaient pas mon respect. Et maintenant, ils le savent. Maintenant, ils savent qui je suis, et ils vont devoir vivre avec cette honte. Le chauffeur de taxi a sifflé doucement. Ça a dû être épique. Ça l'a été, ai-je souri. Définitivement. Nous sommes arrivés à mon immeuble, un vieil immeuble de classe moyenne. Rien de luxueux, rien d'impressionnant, mais confortable, sûr. Mon foyer. Le chauffeur s'est garé, a regardé l'immeuble. « Vous vivez ici ?»« Je vis ici, » ai-je confirmé. Il a secoué la tête, étonné. « Vous êtes vraiment spécial. La plupart des gens avec de l'argent déménagent dans des quartiers chers, dans des immeubles avec concierge, sécurité privée, salle de sport et piscine. Vous vivez comme une personne normale. »« Je suis une personne normale, » ai-je répondu. « J'ai juste plus d'argent que la plupart des gens. Mais ça ne me rend pas différente. Ça ne me rend pas meilleure. L'argent n'est qu'un outil, pas une identité. » Il a souri. « Si seulement plus de gens pensaient comme ça, le monde serait meilleur. » J'ai sorti mon portefeuille.
Combien je vous dois ? 30 €, a-t-il répondu. Je lui ai donné un billet de 100. Gardez la monnaie. Madame, c'est beaucoup trop. Non, ça ne l'est pas, ai-je dit. Vous m'avez écouté, vous m'avez donné une perspective, vous m'avez rappelé qu'il y a encore de bonnes personnes. Ça vaut plus que 70 €. Il a pris le billet avec précaution. Merci, vraiment. Merci à vous, ai-je répondu. Et prenez soin de cette honnêteté. Elle est rare, elle est précieuse. Ne la perdez pas. Je n'y manquerai pas, a-t-il promis. Je suis descendu du taxi. J'ai fermé la portière. Il a baissé la vitre. Madame, une dernière chose. Dites-moi, quoi qu'il se soit passé ce soir, ne le regrettez pas. Parce que les gens comme vous, les gens qui disent la vérité, même si elle fait mal, sont ceux qui changent le monde. Petit à petit, une conversation à la fois. J'ai souri. Merci, je m'en souviendrai. Le taxi s'est éloigné. Je suis restée debout devant mon immeuble, regardant vers le haut, vers ma fenêtre du 5e étage. La lumière était éteinte, sombre, silencieuse. M'attendant. Je suis entrée dans l'immeuble. J'ai monté les escaliers. Je n'utilisais jamais l'ascenseur. Je préférais marcher, rester active. Je suis arrivée à ma porte. J'ai sorti mes clés, les mêmes que j'avais depuis 15 ans. J'ai ouvert. L'appartement était froid, vide. J'ai allumé la lumière. Tout était à sa place. Le salon simple, la petite cuisine, la salle à manger avec des chaises dépareillées, les murs sans tableau cher. Et je me suis sentie en paix, parce que cet endroit était à moi, vraiment à moi. Pas acheté pour impressionner, pas décoré pour me vanter. Simplement un espace où je pouvais être moi-même, sans masque, sans prétention. Je me suis déchaussée, j'ai enlevé la robe grise froissée, j'ai mis des vêtements confortables, un vieux pyjama doux et familier. Je me suis préparé un thé, je me suis assise sur le canapé, j'ai allumé la télévision. Les nouvelles. Rien d'intéressant. Je l'ai éteinte. Je suis restée en silence, à penser, à digérer, à ressentir. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, je me suis sentie complètement libre. Libre de faire semblant, libre de me taire, libre de tolérer, libre d'être moins que ce que j'étais. Parce que ce soir-là, je n'ai pas seulement exposé Béatrice et Grégoire. Je me suis aussi libérée moi-même des attentes, des jugements, du besoin de cacher qui j'étais. Et ça, c'était inestimable. Plus que n'importe quel chiffre sur mon compte en banque. Mon téléphone a vibré. Un autre message. Cette fois, d'Antoine. « Maman, tu es bien rentrée ?» J'ai souri. J'ai répondu rapidement. « Oui, mon fils. Parfaitement bien. Je suis à la maison, je me repose. » Sa réponse a été immédiate. « Je t'aime. Merci pour tout, d'être qui tu es, de m'avoir appris, de n'avoir jamais baissé les bras. » J'ai fermé les yeux. J'ai senti une larme rouler sur ma joue. Pas de tristesse, de soulagement, d'amour, de gratitude. J'ai répondu. Je t'aime aussi. Toujours. J'ai posé le téléphone de côté, j'ai bu mon thé, j'ai regardé mon appartement simple, mon refuge, ma vérité. Et j'ai souri. Parce qu'au bout du compte, peu importait combien d'argent j'avais, peu importait à quel point j'avais grimpé dans ma carrière. La seule chose qui comptait, c'était ça. Ce moment, cette paix, cette honnêteté avec moi-même. Je me suis réveillée tôt le dimanche, comme toujours. 40 ans de travail m'avaient entraînée à me lever avec le soleil. Même si c'était mon jour de congé, mon corps ne savait plus faire la grasse matinée. Je me suis préparé un café fort, sans sucre. Je me suis assise près de la fenêtre avec une tasse chaude entre les mains. J'ai regardé la ville s'éveiller, les vendeurs ouvrir leurs étals, les gens marchaient quelque part. La vie continuait, comme toujours, indifférente au drame personnel. Mon téléphone a commencé à sonner. C'était un numéro connu. Antoine. J'ai répondu « Bonjour mon fils ». Sa voix semblait fatiguée. « Maman, j'ai besoin de te parler. » « Il s'est passé quelque chose ?»« Beaucoup de choses », a-t-il répondu. « Hier soir, Chloé et moi avons parlé pendant des heures.
Ses parents étaient là aussi. C'était intense. J'ai bu une gorgée de café. Raconte-moi. Antoine a soupiré profondément. Après ton départ, je suis retournée au restaurant. Béatrice et Grégoire étaient toujours là, attendant que leur carte fonctionne. C'était humiliant pour eux. Chloé était anéantie, en larmes. Et moi, j'étais furieux. Plus furieux que je ne l'ai jamais été. J'ai attendu en silence. Il a continué. Je leur ai tout dit. Tout ce que j'ai ressenti pendant ce dîner. Je leur ai dit que j'avais honte d'eux, qu'ils avaient traité ma mère comme un déchet, que leur comportement était inacceptable, que je ne le tolérerais plus jamais. Et qu'ont-ils dit ? Ai-je demandé. Au début, Béatrice a essayé de se défendre. Elle a dit qu'ils voulaient seulement protéger Chloé, s'assurer que j'ai une famille stable, qu'ils n'avaient pas de mauvaises intentions. Grégoire a dit que j'exagérais, que c'était un dîner normal, que ta réaction était disproportionnée. J'ai serré la tasse entre mes mains. Typique. Mais alors Chloé a parlé ? A continué Antoine. Elle a dit à ses parents qu'ils avaient tort, qu'ils avaient été cruels, qu'elle avait vu chaque commentaire, chaque regard, chaque insulte déguisée, et qu'elle avait honte d'être leur fille à ce moment-là. Sa voix s'est brisée. Maman, je n'avais jamais vu Chloé affronter ses parents comme ça. J'ai souri légèrement. C'est une bonne chose. Ça veut dire qu'elle se réveille. Béatrice est devenue hystérique, a dit Antoine. Elle a commencé à crier que Chloé était une ingrate, qu'ils avaient tout sacrifié pour elle, qu'ils lui avaient donné la meilleure vie, qu'elle n'avait pas le droit de les juger. Grégoire l'a soutenue. Il a dit que nous étions manipulés par toi, que tu avais tout planifié pour les faire passer pour des méchants. J'ai laissé échapper un rire sec. Bien sûr, c'est de ma faute. C'est ça qui les a encore plus énervés, a dit Antoine. Je leur ai dit qu'ils avaient raison, que tu avais tout planifié, mais qu'ils étaient tombés dans le piège parce qu'ils sont vraiment comme ça, parce qu'ils traitent vraiment mal les gens qu'ils considèrent inférieurs, que tu leur avais seulement donné l'occasion de se montrer et qu'ils l'avaient fait parfaitement. Bien dit, ai-je murmuré. Merci, je l'ai appris de toi. Il y a eu un silence, puis Antoine a continué. Maman, j'ai besoin que tu saches quelque chose. Hier soir, j'ai pris une décision. Chloé et moi allons établir des limites avec ses parents. Nous n'allons pas couper les ponts, mais nous allons mettre des règles claires. Pas de commentaires sur l'argent, pas de comparaison, pas de tentative de contrôler nos vies. Et s'ils ne peuvent pas respecter ça, alors ils devront accepter les conséquences. Et ils ont accepté, ai-je demandé. Non, a-t-il répondu. Ils sont partis furieux. Ils ont dit que nous étions des ingrats, qu'un jour nous le regretterions, que lorsque nous aurions besoin d'aide, ils ne seraient pas là. Grégoire a dit qu'il allait reconsidérer son testament. Béatrice a dit que Chloé avait choisi la mauvaise famille. J'ai secoué la tête. Le chantage affectif, le dernier recours des gens sans argument. Exactement, a dit Antoine. Mais ça n'a pas fonctionné. Chloé est restée ferme, moi aussi. Ils sont partis du restaurant sans dire au revoir, sans regarder en arrière. Et honnêtement, maman, j'ai ressenti un soulagement, comme si je m'étais débarrassée d'un poids énorme. C'est parce que c'est le cas, lui ai-je dit. Tu t'es débarrassée du poids de vivre sous leurs attentes, sous leur contrôle. Maintenant, vous pouvez construire votre vie comme vous le voulez, pas comme ils le dictent. Merci, maman, a dit Antoine d'une voix émue. Merci d'avoir fait ce que tu as fait hier soir. Je sais que c'était difficile. Je sais que c'était inconfortable. Mais nous avions besoin de le voir. J'avais besoin de voir qui ils étaient vraiment. Et Chloé avait besoin de voir qu'il y avait une autre façon de vivre. Une façon plus honnête, plus authentique. De rien, mon fils. J'ai seulement fait ce que je croyais juste. Il y a autre chose, a dit Antoine. Chloé veut venir te voir. Elle veut s'excuser en personne. Elle veut te parler. Pas comme une belle fille qui essaie de bien faire, mais comme une femme qui essaie d'apprendre. Qu'en penses-tu ? J'ai réfléchi un instant. Dis-lui qu'elle peut venir, mais pas aujourd'hui.
Donne-lui quelques jours pour digérer, pour bien réfléchir à ce qu'elle veut dire. Les excuses hâtives sont creuses. Celles qui prennent du temps sont réelles. Je le lui dirai, a promis Antoine. Maman, une dernière question. Comment vas-tu après tout ça? Comment te sens-tu? J'ai regardé par la fenêtre. Le soleil était maintenant complètement levé. La journée avait officiellement commencé. Je vais bien, ai-je répondu. Mieux que bien. Je suis en paix. Parce que j'ai enfin dit tout ce que j'avais besoin de dire. Et je ne regrette rien. Je suis heureux de l'entendre, a dit Antoine. Je t'aime. Je t'aime aussi. Repose-toi. On se voit bientôt. J'ai raccroché. J'ai fini mon café. Je me suis levée. J'ai décidé de faire quelque chose que je n'avais pas fait depuis longtemps. Sortir, marcher sans but, sans hâte. Juste marcher et penser. Je me suis habillée avec des vêtements confortables, un vieux jean, un chemisier simple, des baskets usées. J'ai pris mes clés. Je suis sortie. Les rues étaient pleines de vie. Des familles se promenaient, des enfants couraient, des couples se tenaient la main, des vendeurs proposèrent de la nourriture. L'odeur du pain frais remplissait l'air. J'ai marché dans le parc voisin. Je me suis assise sur un banc. J'ai regardé les gens passer. Et j'ai réalisé quelque chose. La plupart de ces gens n'avaient probablement pas beaucoup d'argent. Ils vivaient avec le strict nécessaire, travaillaient dur, luttaient chaque jour. Mais ils souriaient, ils s'embrassaient, ils profitaient de l'instant. Et puis, j'ai pensé à Béatrice et Grégoire, avec tout leur argent, leurs propriétés, leurs voyages, leurs bijoux. Étaient-ils vraiment heureux? Ou étaient-ils simplement occupés à essayer de prouver quelque chose? À essayer de combler un vide avec des choses matérielles, à essayer d'acheter de la valeur, du respect, de l'amour. Des choses qui n'ont jamais pu être achetées, qui ne pourront jamais l'être. Une femme âgée s'est assise à côté de moi. « Bonjour » a-t-elle dit avec un sourire. « Bonjour » ai-je répondu. « Belle journée, n'est-ce pas » a-t-elle commenté. « Très belle » ai-je acquiescé. Elle a sorti du pain de son sac, a commencé à nourrir les pigeons. « Je viens ici tous les dimanches » a-t-elle dit. « C'est mon moment de paix avant que la semaine ne redevienne folle. » « Je comprends ça » ai-je dit. J'avais aussi besoin d'un moment de paix. « Semaine difficile » a-t-elle demandé. « Quelque chose comme ça » ai-je répondu. « Plutôt une nuit difficile. » Elle a hoché la tête avec sagesse. « Parfois, une seule nuit peut tout changer. »« Vous avez raison » ai-je murmuré. Elle m'a regardé. « Puis-je vous donner un conseil non sollicité ?»« Allez-y » ai-je souri. Elle a montré les pigeons. « Regardez ces oiseaux. Certains sont grands, certains petits, certains avec de belles plumes, d'autres avec des plumes abîmées. Mais tous mangent du même pain, tous partagent le même espace. Aucun ne se croit supérieur à l'autre. « C'est une belle métaphore » ai-je dit. « Ce n'est pas une métaphore » a-t-elle répondu. « C'est la vérité. Les humains sont les seuls animaux à avoir inventé de fausses hiérarchies, à mesurer la valeur avec des choses extérieures. Les pigeons ne font pas ça. Ils vivent, c'est tout. Nous devrions apprendre d'eux. » Je souriais largement. « Vous avez tout à fait raison. Vous devriez donner des cours à certaines personnes que je connais. » Elle a ri. « Oh, ma fille, à mon âge, je ne donne plus de cours. J'observe seulement et je partage ce que je vois. Mais la plupart n'écoutent pas, chut pas. Ils sont trop occupés à courir, à acheter, à rivaliser. Oubliant qu'à la fin, nous finissons tous au même endroit, avec ou sans argent, avec ou sans bijoux, avec ou sans propriété. Nous finissons tous en poussière. « Que vous êtes philosophe » ai-je commenté. « Que je suis réaliste » a-t-elle corrigé. « J'ai vécu 82 ans, j'ai tout vu. Et je peux vous dire quelque chose. Les personnes les plus misérables que j'ai connues étaient celles qui en avaient le plus. Parce que ce n'était jamais assez. Elles en voulaient toujours plus. Elles rivalisaient toujours. Elles comparaient toujours. Et elles sont mortes sans avoir vraiment vécu, sans avoir vraiment aimé, sans avoir vraiment été. » Ces paroles ont résonné profondément en moi.
comme si elle avait touché quelque chose que je savais déjà, mais que je n'avais pas articulé. « Merci, lui ai-je dit, de partager ça. » Elle m'a tapoté la main. « De rien, ma fille. Et souvenez-vous, peu importe combien vous avez ou n'avez pas, ce qui compte, c'est comment vous traitez les autres. Parce que ça reste. Ça transcende. C'est le seul héritage qui vaille la peine. » Elle s'est levée lentement, a rangé son sac vide, m'a salué de la main. « Passez un beau dimanche. »« Vous aussi, » ai-je répondu. Je l'ai regardée s'éloigner. Une petite femme courbée par les années, avec de vieux vêtements et des chaussures usées, mais avec plus de sagesse que tous les Béatrice et Grégoire du monde réunis. Et je me suis sentie reconnaissante. Reconnaissante pour cette rencontre, pour ce rappel, pour cette vérité si puissante. Je suis restée sur le banc un peu plus longtemps, à penser, à ressentir, à digérer tout ce qui s'était passé. Et je suis arrivée à une conclusion. Je ne regrettais rien, pas un mot, pas une action, parce que tout ce que j'ai fait hier soir était nécessaire, libérateur, honnête. Et l'honnêteté, même si elle fait mal, est toujours le bon chemin. 3 jours ont passé avant que Chloé ne frappe à ma porte. 3 jours de silence, de digestion, de réflexion. Quand j'ai entendu la sonnette ce mercredi après-midi, j'ai su qui c'était. J'ai ouvert. Elle était là, sans maquillage, les cheveux attachés en une simple queue de cheval, vêtue d'un jean et d'un chemisier simple, sans bijoux, sans talons. Elle avait l'air vulnérable, réelle, différente de la femme que j'avais vue au restaurant. « Belle maman », a-t-elle dit à voix basse. « Je peux entrer ?» Je me suis écartée. « Vas-y. » Elle est entrée lentement, regardant autour d'elle, observant mon appartement, avec des yeux neufs. Le salon simple, les vieux meubles, les murs sans décoration coûteuse. Elle s'est assise sur le canapé quand je le lui ai indiqué. Je me suis assise en face d'elle. J'attendais, sans la presser, la laissant trouver ses mots. « Je ne sais pas par où commencer, » a-t-elle finalement dit. « Commence par où tu le sens, » ai-je répondu. Elle a pris une profonde inspiration. Je suis venue m'excuser, mais pas seulement avec des mots. Je suis venue t'expliquer pourquoi mes parents sont comme ils sont, et pourquoi je suis restée silencieuse pendant si longtemps. Je l'ai écoutée en silence. Chloé a continué d'une voix tremblante. Mes parents ont grandi dans la pauvreté, dans un petit village en Asie, sans électricité, sans eau courante, travaillant au champ depuis l'enfance. Ils ont vu leurs propres parents mourir jeunes, par manque de médicaments, par manque d'argent. Ils ont eu faim, ils ont souffert, et ils se sont promis qu'ils ne seraient plus jamais pauvres, qu'ils feraient n'importe quoi pour s'en sortir. J'ai hoché la tête. Je comprends. Ça explique beaucoup de choses. Ils ont travaillé comme des bêtes, a continué Chloé. Ils ont économisé chaque centime. Ils ont émigré pour chercher des opportunités. Grégoire a construit son entreprise à partir de rien, littéralement à partir de rien. Et quand ils ont commencé à gagner de l'argent, ils n'ont jamais oublié ce que c'était que de ne pas en avoir. C'est pour ça qu'ils en parlent tant, qu'ils mesurent tout à cette aune. Parce que pour eux, l'argent signifie survie, sécurité. Ne plus jamais retourner dans cet endroit sombre. C'est compréhensible, ai-je dit. Le traumatisme fait des choses étranges aux gens. Chloé a acquiescé. Mais ça ne justifie pas la façon dont ils t'ont traité. Je le sais. Et je veux que tu saches que j'ai tout vu. Chaque commentaire, chaque regard, chaque insulte. Et je me suis tue parce que j'ai fait ça toute ma vie. Me taire, accepter, les laisser tout contrôler. Parce qu'ils m'ont appris que les contredire, c'était de la trahison, de l'ingratitude. Et maintenant, ai-je demandé. Maintenant, je comprends que j'avais tort, a-t-elle répondu. Que l'amour n'est pas le contrôle, que la famille n'est pas l'obéissance aveugle, que je peux les aimer et ne pas être d'accord avec eux. Antoine m'a aidé à le voir. Tu m'as aidé à le voir. Ce soir-là au restaurant, quand tu t'es révélé, quand tu leur as tout dit, c'est comme si on m'avait enlevé un bandeau des yeux. Chloé a essuyé ses larmes.
J'ai toujours su que quelque chose n'allait pas. J'ai toujours senti que leur façon de mesurer les gens était incorrecte. Mais je me suis convaincue que c'était moi, que j'étais trop sensible, que je ne comprenais pas le monde. Mais tu m'as prouvé que non, qu'il y a une autre façon de vivre, une façon où l'argent ne définit pas ta valeur, où l'humilité est une force, où l'authenticité est une richesse. J'ai bu une gorgée d'eau. Chloé, je ne suis pas venue ce soir-là pour te changer. Je suis venue pour me protéger, pour savoir à qui j'avais affaire. Je sais, a-t-elle répondu, et je t'en remercie, parce que ton honnêteté brutale m'a sauvée. Elle m'a sauvée de devenir comme ma mère, de perpétuer ce cycle, d'apprendre à mes futurs enfants que les gens valent par ce qu'ils ont. Je ne veux pas de ça. Je ne veux pas être ça. Et tes parents ? Ai-je demandé. Comment vont-ils après tout ça ? Chloé a soupiré. Furieux, blessé, humilié. Béatrice ne m'a pas parlé depuis 3 jours. Grégoire m'a envoyé un message disant que je l'avais déçue, que j'avais choisi des étrangers plutôt que mon propre sang, qu'un jour, je le regretterais. Elle a fait une pause. Et sais-tu ce qui est étrange ? Je ne me sens pas mal. Je me sens libre. C'est une bonne chose, ai-je dit. Ça veut dire que tu as pris la bonne décision. Chloé a hoché la tête. Antoine et moi avons établi des limites. Nous leur avons dit qu'ils peuvent y faire partie de nos vies, mais seulement s'ils nous respectent, s'ils respectent nos décisions, s'ils arrêtent d'essayer de nous contrôler avec de l'argent ou du chantage affectif. Et s'ils ne peuvent pas faire ça, alors ils devront accepter une relation distante. Comment ont-ils pris ça ? Ai-je demandé. Mal, a répondu Chloé. Béatrice a dit que nous étions des ingrats, qu'ils avaient tout sacrifié pour moi. Grégoire a menacé de me déshériter, de couper toute aide financière, comme si c'était la seule chose qui nous importait, comme si notre amour pour eux dépendait de leur argent. Et c'est là que j'ai réalisé. Ils le croient vraiment, ils pensent vraiment que leur valeur réside dans leur portefeuille. C'est triste, ai-je commenté. Très triste, a convenu Chloé. Parce qu'ils ont tant et ne profitent de rien. Ils ne font qu'accumuler, rivaliser, se vanter. Mais ils ne s'arrêtent jamais pour se demander s'ils sont heureux, s'ils ont la paix, s'ils ont des liens réels avec les gens. Ils comptent seulement leur propriété et se sentent victorieux, alors qu'à l'intérieur, ils sont vides. Elle est restée silencieuse un moment, puis elle m'a regardée droit dans les yeux. « Belle maman, je veux te demander quelque chose. Dis-moi, je veux apprendre de toi. Je veux que tu m'apprennes à vivre avec dignité, à être riche sans avoir besoin de le montrer, à avoir la paix au milieu du chaos, à être forte sans être cruelle. Parce que ce soir-là, j'ai vu quelque chose en toi que je n'ai jamais vu chez mes parents. J'ai vu de la classe, j'ai vu un pouvoir réel, j'ai vu une femme qui n'avait pas besoin de crier pour être entendue. J'ai souri avec tendresse. « Chloé, je ne peux pas t'apprendre ça. Ça s'apprend en vivant, en se trompant, en tombant, en se relevant. La seule chose que je peux faire, c'est partager mon expérience et te dire que le chemin n'est pas facile, que tu feras face à des critiques, à des jugements, à des gens qui ne comprendront pas pourquoi tu vis différemment. Mais si tu restes fidèle à toi-même, si tu vis selon tes valeurs, tu trouveras la paix. Et cette paix vaut plus que n'importe quel chiffre. Je veux essayer, a dit Chloé. Je veux être meilleure. Pas seulement pour Antoine, pour moi. Parce que je mérite de vivre sans cette pression constante, sans ce besoin d'impressionner, sans cette peur de ne pas être suffisante. Alors, fais-le, lui ai-je dit. Mais ne le fais pas d'un coup. Fais-le petit à petit. Commence par remettre en question tes habitudes, tes achats, tes motivations. Demande-toi avant chaque décision. Est-ce pour moi ou pour les autres ? Est-ce que ça m'apporte la paix ou seulement l'apparence ? Chloé a hoché la tête, prenant des notes mentales. Et mes parents ? Penses-tu qu'ils changeront un jour ? Je l'ai regardé avec honnêteté. Je ne sais pas. Le changement exige de reconnaître un problème. Et eux ne croient là pas en avoir un.
Ils croient que le monde a tort, que les gens sont ingrats, qu'ils sont des victimes. Tant qu'ils ne verront pas ça, aucun changement n'est possible. Mais toi, tu peux changer. Toi, tu peux briser le cycle. Je le ferai, a-t-elle promis. Avec l'aide d'Antoine. Et j'espère avec tes conseils aussi. Tu n'as pas besoin de mes conseils, ai-je répondu. Tu as seulement besoin de ta boussole intérieure. Cette voix qui te dit ce qui est bien et ce qui est mal. Cette voix que tu as fait taire pendant des années pour plaire à tes parents. Écoute-la. Fais-lui confiance. Suis-la. Chloé a essuyé ses dernières larmes. Merci, belle maman. Pour tout. Pour ta patience. Pour ton honnêteté. Pour ne pas avoir baissé les bras avec nous. Il n'y a rien à remercier, ai-je dit. Promets-moi juste une chose. Quand tu auras des enfants, apprends-leur la valeur des personnes, pas leur prix. Apprends-leur l'empathie, l'humilité, la gentillesse. Des choses qui ne coûtent pas d'argent, mais qui valent tout. Je le promets, a dit Chloé fermement. Je le promets de tout mon cœur. Nous nous sommes serrés dans les bras. Un câlin réel, chaleureux, honnête, sans comédie, sans masque. Juste deux femmes se connectant en tant qu'êtres humains. Chloé est partie 1 heure plus tard, plus légère, plus libre, avec de l'espoir dans les yeux. J'ai fermé la porte derrière elle. Je me suis rassise sur mon canapé. J'ai regardé mon appartement simple et j'ai souri. Parce que c'était suffisant. C'était tout. Un espace honnête, une vie authentique, des relations réelles. Je n'avais pas besoin de plus. Je n'ai jamais eu besoin de plus. Mon téléphone a sonné. C'était un message d'Antoine. « Maman, Chloé m'a raconté sa visite. Merci de l'avoir reçue, de l'avoir écoutée, de lui avoir donné une chance. Je t'aime plus que les mots ne peuvent l'exprimer. » J'ai répondu simplement « Je t'aime aussi, mon fils. Toujours. » J'ai posé le téléphone de côté. J'ai préparé un thé. Je me suis assise près de la fenêtre. J'ai vu le coucher de soleil peindre le ciel d'orange et de rose. Et à ce moment-là, j'ai compris quelque chose de fondamental. La vraie richesse n'est pas dans ce que l'on possède, mais dans la façon dont on apprécie ce que l'on a, dans la paix que l'on ressent, dans le nombre de personnes authentiques qui nous entourent, dans le nombre de fois où l'on peut se regarder dans le miroir et être fier de qui l'on est. Béatrice et Grégoire avaient des millions, mais moi, j'avais ça. Cette tranquillité, cette authenticité, cet amour pur de mon fils. Et ça me rendait infiniment plus riche qu'eux. Je n'ai plus jamais fait semblant d'être pauvre. Je n'en avais pas besoin. J'avais appris ce que j'avais besoin d'apprendre. J'avais vu ce que j'avais besoin de voir. Et j'avais libéré ce que j'avais besoin de libérer. Béatrice et Grégoire sont restés ce qu'ils étaient. Riches en argent, pauvres en esprit. Mais ce n'était plus mon problème. J'avais dit ma vérité. J'avais posé mes limites. J'avais protégé ma paix. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas eu à faire semblant d'être qui j'étais. J'étais simplement Juliette. Mère, cadre supérieur, femme, survivante, battante. Riche dans tous les sens qui compteront vraiment. Et c'était plus que suffisant. C'était tout.